J'ai rencontré Félix Castan pour la première fois au Larzac. Nous étions allés voir ce haut lieu de la résistance. Nous avons beaucoup discuté avec Félix. Félix Castan, c'est un volcan toujours en activité. Nous avons beaucoup discuté, beaucoup correspondu pendant 30 ans sur les directions à prendre et sur les organisations. Enfin, la manière de s'organiser, pas sur faire des organisations. Nous n'étions pas toujours d'accord et surtout, loin de là, particulièrement lors des 3 derniers festivals. Lui se voyait comme hérétique et les femmes, écrivait-il, mettaient en tête se voulaient hérétiques. Mais moi, même exclu, je ne me vois pas comme hérétique, mais comme un type normal, banal, qui souhaite s'exprimer comme tout le monde. Bon. Et puis il voulait tout sauver, le théâtre, la peinture, la littérature, tout en même temps, il rassemblait dans un grand truc. Mais c'est un des rares hommes qui m'est vraiment impressionné. Il avait une mémoire stupéfiante, une opiniâtreté redoutable, une ténacité. C'était un grand têtu, une sorte de sanglier de la classe ouvrière. Un menhir vivant d'où on voyait vraiment la pensée jaillir et surgir de ce bloc sous nos yeux, la plus haute élaboration, la plus grande complexification de la matière. L'œil vif, le cheveu noir, toujours. Il était là, il parlait, et parfois l'inspiration, la voyance le saisissait. Alors il se lançait. Il semblait parcourir à travers ces circonvolutions toute l'histoire de l'espèce et de ses civilisations. Il creusait de son verbe toute la réalité. Il creusait dans la nuit de sa conscience, dans la grotte préhistorique et dans toutes les cavernes de Platon, pour faire apparaître une lueur, comme un soi-disant primitif frotte un bâton dans un autre pour faire du feu. Directement, le mental de cet homme semblait sortir de toutes les matières en fusion de l'univers. Un chaman de l'intelligence. Il improvisait, il cherchait, il détectait, possédait de fond en comble par sa propre recherche, par son inspiration. On ressentait sa forte mâchoire en action. On percevait ses lèvres agitées d'un tremblement. Et peu à peu, on voyait la parole humaine, la pensée humaine couler et se répandre comme une lave, une force de la nature, et nous étions là, muets, frappés de stupeur. À regarder cette puissance en éruption, saisis d'une crainte sacrée, nous avions l'impression de comprendre le monde et plus intelligent, plus sensible, plus humain, de nous y trouver exactement à notre place dans ce monde. Exact. Eh bien, s'il m'avait entendu le décrire comme un volcan, il se serait sans doute exclamé « assez drôle ça ». Et il rirait. Castan disait de l'art de l'Occitanie, n'est-ce pas? Son art et sa pensée du pays occitan sont déterminés par un conditionnement rebelle à l'unité interne et par le jeu des contraires qui en dérivent. Rebelle, ça va durer pendant des décennies. Quoi. J'ai récemment appris le rôle d'une montalbanaise sous la Révolution, tout autre que celui qu'on imagine ici, où on la prend pour une fille perdue, Olympe de Gouges. Yvette, qui était encore à Paris, est allée à la BN et à la Bibliothèque des femmes, Marguerite Durand. Elle a rapporté divers textes et la Déclaration des droits de la femme d'Olympe de Gouges. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc nous avons incorporé Olympe de Gouges dans le spectacle et nous avons lu ces droits de la femme qu'on distribuait aussi. On a fait connaître Olympe de Gouges, Gauthier-Sauzin bien sûr, et puis l'abbé Grégoire. Alors l'abbé Grégoire, c'est celui qui avait fait un questionnaire sur les patois en France. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Et puis il est rentré au Panthéon. Vous voyez, ce facho. Assez drôle ça. Gloire à Félix Castan.